Bonsoir à tous, on va commencer l'échange de Brena Jovanov. Pour David, le premier a toujours été pour toi. Première partie, secret de vie, 100. Chapitre 1. Je ne me rappelle pas le moment le plus marquant de mon histoire, mais je fais souvent le même rêve. Le froid est glacial. Les branches des arbres géants lacèrent le store. Les feuilles crissent et craquent. Une pluie blanche tombe, le rideau vole. Pensée, violette, tournesol. Je connais les motifs de ce tissu par cœur. Je peux me les réciter comme un poème. Je rêve de champs, de tunnels obscurs, rien de précis. Je distingue une silhouette sombre qui me dépose dans le berceau, met sa main sur ma bouche en murmurant à mon oreille Chut, attends. Personne n'est là. Personne ne me touche, et quand le vent s'engouffre par la fenêtre entr'ouverte, ma peau est gelée. Je m'éveille dans un sentiment de totale solitude, comme si le monde était immense, glacial, atroce, comme si personne n'allait plus jamais me toucher. Des élèves traînaient à la cantine du côté des vitrines de trophées. On avait accroché un rideau pour cacher le cabinet de prise de sang, un rideau qui descendait presque jusqu'au sol, mais tout le monde savait ce qui se passait derrière. Des aiguilles qui entraient, des tubes qui sortaient. Une bannière en papier de boucherie annonçait la collecte de sang en lettres géantes. Je venais d'entrer pour déjeuner avec les jumeaux Corbett et Roswell Reed. Drew Corbett cherchait dans ses poches une pièce pour me montrer comment truquer un tirage au sort. Ça semblait compliqué, mais il possédait l'art de réussir n'importe quel tour, comme un jeu d'enfant. Il lança la pièce qui tourbillonna en l'air, mais quand il me la montra sur le dos de sa main, elle affichait face, comme toujours. Il me décocha un large sourire, comme si on venait d'échanger une bonne plaisanterie sans avoir besoin de parler. Derrière nous, son frère Danny continuait son éternel débat avec Roswell, histoire de savoir si le seul groupe potable du coin pourrait jamais passer à la radio ou à la télé. De loin, on pouvait confondre les jumeaux, leurs longues mains brunes, leurs yeux rapprochés et leurs cheveux noirs. Ils étaient doués pour les mêmes choses, dessiner, construire et réparer à peu près n'importe quoi. Drew semblait plus décontracté, il écoutait mieux et bougeait plus posément. Danny, lui, parlait. Non mais regarde ce qui se vend, disait Roswell, en ratatissant d'une main sa tignasse rousse en bataille qui se redressa. Mais qu'est-ce qui te fait croire que les gens qui s'emballent pour des groupes de seconde zone vont seulement apprécier un talent aussi spécial que celui des Rasputin Sing the Blues? Danny soupira en me prenant par le bras. Ah, Maki, tu connais quelqu'un qui choisirait un truc franchement pourrave au lieu de quelque chose de génial? Il parlait avec impatience, comme s'il savait qu'il avait parfaitement raison et que mon avis n'avait aucune importance, à se demander pourquoi il en parlait encore. Je ne répondis pas. Je regardais Alice Arms, comme à peu près les trois quarts du temps. C'était pratiquement un hobby. Danny me secoua plus fort. Eh, Maki, arrête de mater, écoute-moi. Tu crois vraiment qu'il y a des gens qui choisiraient le truc pourri? Bah, les gens ne savent pas toujours ce qu'ils veulent, dis-je sans détourner mes yeux d'Alice. Elle portait une chemise verte, fraîchement décolletée, sur laquelle elle avait fixé l'autocollant jaune qu'on offrait aux donneurs. Elle glissa une mèche de cheveux derrière son oreille d'un geste gracieux. Sauf que je percevais l'odeur du sang, douceâtre, métallique. Le goût m'en restait au fond de la bouche et je commençais à me sentir un peu barbouillée. J'avais oublié cette collecte ce matin jusqu'à ce qu'une suite de panneaux calligraphiés me la rappelle à mon arrivée au lycée. Joe m'administra une tape sur l'épaule. Eh tiens, v'là ta copine. Alice traversait la cantine, flanquée de deux autres stars du collège, Jenna Porter et Stephanie Beachman. J'entendais leurs baskets ripées sur le linoleum, un son agréable qui me rappelait le bruit de pas dans les feuilles mortes. Je fixais Alice, mais sans grands espoirs. C'était Roswell qui voulait les filles, pas moi. Lui, le grand type dégingandé, incapable de se raser les pattes de la même hauteur sur les joues, avec sa grande bouche, ses taches de rousseur en été, ses poils roux sur les bras. Bonsoir Gabin, c'est l'échange de Brena Jovanov. Mais tout le monde le trouvait adorable. Ou peut-être est-ce simplement parce qu'il était comme tout le monde. Moi j'étais le mec bizarre, pâle, lugubre. N'importe qui à ma place se serait senti avantagé par des cheveux blonds, mais les miens se contentaient de mettre en évidence la noirceur de mon regard. Je ne lâchais jamais de plaisanterie, je n'entamais jamais une conversation.
Parfois, le seul fait de me regarder mettait les gens mal à l'aise. Il valait mieux que je me tienne à l'écart. Mais pour une fois, j'étais là, au beau milieu de la cantine, et Alice se rapprochait avec sa bouche rose et ses yeux si bleus, jusqu'à se retrouver juste à ma hauteur. Salut Maki. Je souris, même si je sentais mes genoux flageoler. C'était une chose de l'admirer depuis l'autre bout de la salle et de s'imaginer peut-être l'embrasser. C'en était une autre de discuter avec elle. Je déglutis en cherchant ce que des gens normaux auraient bien pu dire à ma place. Mais seul le souvenir que j'avais d'elle au printemps dernier me venait à l'esprit. Sa jupette de tennis et ses jambes tellement bronzées que ça m'avait mis le cœur à l'envers. Alors, tu as donné ton sang me demanda-t-elle en effleurant son autocollant. Tu as intérêt de me dire oui. Comme elle écartait ses cheveux de son visage, j'aperçus un éclat argenté dans sa bouche, un piercing à la langue. Je fis non de la tête. Je supporte pas les aiguilles. Ce qui parut l'amuser. Oh, trop mignon s'écria-t-elle en me posant la main sur le bras sans raison. Bon, on te pardonne si c'est parce que tu fais ta fillette. Et tes parents, ils ne flippent pas trop depuis la dernière nouvelle? Je veux dire, tu as entendu pour la sœur de Tate Stewart, non? Derrière moi, Roswell soupirait bruyamment. Les jumeaux ne riaient plus du tout. Je cherchais un moyen de changer de sujet, mais ne trouvais rien. Et cette odeur de sang douceâtre, moite, devenait trop tenace pour être ignorée. Je dus me racler la gorge avant de répondre. Ouais, ça l'a bien secoué, mon père. Alice écarquillait les yeux. Ah bon? Alors tu les connais vraiment? Bah, c'est son père qui officie, intervint Danny. Joe et lui s'étaient détournés en suivant le regard. Je vis qu'ils observaient Tate, assise toute seule à une longue table, le regard perdu vers le ciel derrière la baie vitrée. En fait, je ne la connaissais pas. Bien sûr, j'avais toujours fréquenté la même école qu'elle. Sa famille habitait la rue voisine de celle de Joe et Danny, et je partageais au moins un cours avec elle par semestre depuis le début du collège. Mais je ne la connaissais pas. Pas plus que sa sœur d'ailleurs, même si je les avais vus ensemble sur le parking de l'église de mon père. La petite s'appelait Nathalie, une petite fille mignonne, joufflue et en pleine santé. Une gamine normale. Tate fit grincer sa chaise et tourna la tête vers nous. Elle portait très court, ses cheveux bruns foncés, ce qui lui dégageait étrangement le visage. De loin, elle paraissait petite, se tenant toujours droite, presque rigide, comme prête à encaisser des coups. 2 jours auparavant, elle avait encore des amis. Peut-être pas du genre inséparable à glousser pour un rien, style Alice et son clan. Mais les gens l'aimaient bien. Désormais, c'était le vide autour d'elle, comme si on l'avait mise en quarantaine. À dire qu'on pouvait ainsi se retrouver rejeté de tout du jour au lendemain, il suffit qu'il vous arrive quelque chose d'horrible. Alice ne perdit pas de temps à l'observer. Ramenant ses cheveux vers son épaule, elle se rapprocha encore de moi. Je veux dire, on pense jamais que des gamins puissent mourir. C'est trop triste. Depuis qu'elle est au courant, ma mère est devenue dingue de médailles de saints et enchaîne les Ave Maria. Ah. Et au fait, les mecs, vous êtes là samedi prochain? Stéphanie organise une soirée. Roswell s'appuya sur mon épaule. Eh, cool! On pourrait faire un saut. Alors comme ça, vous vous êtes toutes fait avoir. C'était comment de se faire vider de son sang? Ça fait mal. Pour cette dernière question, il s'était tourné vers Stéphanie qui hocha la tête avec Jenna, mais Alice leva les yeux au ciel. Pas vraiment. Ça pique un peu quand elle vous enfonce le tube, mais bon, ça va. En fait, on le sent beaucoup plus après coup. Au moment où elle arrache l'aiguille, ça se met à saigner et ça s'arrête plus. Elle tendit le bras pour montrer la tache rouge qui s'agrandissait à vue d'œil sur son pansement. Des métaux ferreux, on en trouvait partout, dans les voitures, dans les appareils électroménagers, dans ces grosses machines industrielles qui conditionnaient la nourriture. Mais la plupart du temps, ils étaient alliés à d'autres éléments, carbone, chrome et nickel. Ça restait douloureux, ou plutôt ça vous rongeait lentement, en profondeur. Je gérais. Tandis que le fer du sang, c'était une autre histoire. Il se ruait à travers ma bouche et mes narines, me prenant à la gorge. D'un seul coup, j'eus du mal à me concentrer. Mon cœur battait la chamade, puis se mit à ralentir fortement. Maki? La voix d'Alice me semblait provenir de loin, de très loin, sourde et confuse. Je balbutiai. Il faut que j'aille à mon casier. J'ai oublié un truc. Il faut que j'y aille. Sur le moment, j'eus l'impression que l'un, l'autre ou bien tous allaient me suivre.
Alice me tendit la main, mais Roswell l'interrompit son geste. Il avait pris l'air sévère, serrant les lèvres comme pour retenir ses paroles, et donna juste un coup de menton en direction du couloir. Vas-y. Je me faufilai à travers le labyrinthe des tables de la cantine sans m'en mêler les pieds, alors que ma vision se resserrait comme dans un tunnel et que je sentais mon pouls battre dans mes poignets, dans mes oreilles. Plus je m'éloignais de l'odeur fade et suffocante du sang, mieux je me sentais. Je pus alors respirer plus profondément, en attendant que mon vertige passe. Les casiers du hall des élèves de première étaient tous identiques, 1,50 m de haut, peint dans une espèce de beige qui s'écaillait. Le mien était tout au bout, au-delà du couloir menant aux classes de maths et aux portes de la cour. Au détour du couloir, je me rendis compte immédiatement que quelque chose clochait. Sur la porte, à hauteur des yeux, apparaissait une marque rouge en forme de paume. De loin, je flairais déjà l'odeur du sang. Pas aussi forte que celle de la piqûre d'Alice, tiède, horriblement métallique. Non. Celle-ci était froide et poisseuse. Elle commençait à sécher. D'un regard circulaire, je pus constater que le couloir était désert, les portes du dehors closes. Il avait plu toute la journée, alors personne ne traînait sur les pelouses. C'était une marque sombre d'un rouge gélatineux que je fixais, immobile, les mains sur le front. C'était juste une blague, une sale blague. Après tout, pas besoin de se creuser. Après tout, pas besoin de se creuser pour trouver quelque chose qui me fasse flipper. Tout le monde sait que j'avais tendance à m'effondrer dès que quelqu'un saignait du nez. Alors forcément, ça devait être une plaisanterie. Pourtant, avant même de m'en approcher, je devinais déjà qu'il n'en était rien. On avait fait preuve de créativité à l'aide d'un trombone ou d'une clé en grattant le mot monstre dans ce magma coagulé. Malgré mon écœurement, j'essayais de l'effacer avec ma manche, et si je parvins à faire partir à peu près tout le sang, le mot monstre demeura gravé sur la porte d'un rouge sombre sur fond beige. À ce moment-là, je sentis comme une nouvelle décharge, reculant, tombant à moitié, le cœur battant si lentement, si pesamment. Ma main se plaqua contre le mur à la recherche de la porte qui s'ouvrait sur l'extérieur, vers la cour déserte. J'étais en maternelle la première fois que mon père me parla de Kellen Corey. L'histoire était courte, mais il la répétait en boucle, comme une comptine genre Winnie l'ourson ou Au clair de la lune. En l'écoutant, j'imaginais des scènes extraites d'un vieux film, tremblotantes et floues. J'imaginais Kellan Corey du genre sage et poli. Un adulte, peut-être la trentaine. Il était comme moi, enfin, plus ou moins. Sauf que ses doigts recélaient une articulation supplémentaire et que je le voyais toujours en noir et blanc. Il tenait un atelier de réparation d'instruments de musique sur Hanover Street et habitait au-dessus dans un appartement avec kitchenette. Il refusait d'accorder les pianos parce qu'il ne pouvait pas supporter d'en toucher les cordes d'acier, mais tout le monde l'aimait bien, car on le trouvait honnête et loyal. Il s'était spécialisé dans la réparation des violons. Lorsque les enfants commencèrent à disparaître, personne ne songea à lui. C'était la Grande Dépression et les gens n'avaient pas d'argent, pas même pour se payer de quoi manger. Pourtant, des gamins continuèrent de se perdre. Ils tombaient malades ou fuguaient, ou mouraient d'accidents ou de faim, et c'était triste, mais personne ne se posa vraiment de questions. Jusqu'au jour où ce fut le tour de la fille du shérif, en 1931, un peu avant le fin du mois d'octobre. Kellan Corey n'avait jamais fait de mal à personne, mais peu importe. On s'en prit tout de même à lui. On le tira de son petit appartement pour le faire descendre de la rue. On brûla son magasin et on le frappa à coups de clés à molette et de tuyaux de plomb avant de le pendre à un chêne dans le bois au fond des Heath Road. Un sac sur la tête, les mains liées dans le dos. Et son corps y resta 1 mois. La première fois que mon père me raconta cette histoire, je ne saisis pas où il voulait en venir, mais lorsque je me retrouvai en CP, puis en CE1, je compris. La morale de cette histoire est qu'il ne faut pas attirer l'attention, ne pas avoir de doigts déformés, ne laisser personne s'étonner de son aptitude à accorder des instruments à l'oreille, ne pas montrer les élans de son cœur, sinon, dès que quelque chose ne va plus, on risque de se retrouver pendu à un arbre. Tout le monde a des racines, des origines. Certaines sont juste plus accessibles que d'autres. Je n'ai gardé aucun souvenir de cela, mais ma sœur Emma jure que c'est vrai, et je la crois. Voici l'histoire qu'elle me racontait la nuit, quand je sortais de mon lit pour aller la rejoindre dans sa chambre. Le bébé était dans son berceau, les pleurs mêlés d'angoisse, sa petite tête luisant à travers les barreaux. L'homme, osseux,
en manteau noir, se glisse par la fenêtre pour emporter le petit. Il enjambe de nouveau le rebord, referme la fenêtre, puis le store. Il est parti. Quelque chose d'autre est couché dans le lit. Dans l'histoire, Emma a 4 ans. Elle sort de sa chambre et traverse le couloir en pyjama. Quand elle touche la petite main entre les barreaux, la chose dans le berceau se rapproche, essaie de la mordre. Alors, elle retire ses doigts, mais ne recule pas. Il passe toute la nuit à se scruter dans le noir. Au matin, la chose est toujours tapie sur le matelas aux imprimés d'animaux et la regarde. Ce n'est pas son frère, c'est moi. Ne jamais parler aux inconnus. Chapitre 2. Roswell me retrouva dans la cour. La cloche avait sonné, la fin de la récré, et il ne restait personne sur la pelouse. Je m'étais adossée au mur, les paupières closes, respirant profondément. Hey! Il se tenait tout près de moi. Je n'avais même pas senti sa présence. Je déglutis, ouvris les yeux. Du ciel chargé tombait une pluie fine, un de ces crachins qui vous gâchent le mois d'octobre. Hé! En m'arrachant cette réponse, je m'aperçus que j'avais la voix rauque, comme si je venais de dormir. Ouais, t'as une sale gueule, ça va? J'avais envie de hausser les épaules, de passer à autre chose, mais mon vertige roulait en moi comme une vague. Plutôt mal. À son tour, Roswell s'adossa au mur, et soudain j'eus la conviction qu'il allait me demander ce qui s'était passé, ou au moins pourquoi j'hyperventilais tout seul dans mon coin. Il n'avait pas dû voir mon casier. Je pris une longue inspiration et lui coupai la parole. Ah, rien de tel qu'une histoire de bébé mort avec en prime une mare de sang. Il éclata de rire, me donna un coup d'épaule. Ah, faut toujours qu'elle en rajoute, elle peut pas s'en empêcher. Ah, je dois la jouer fine pour tenter le coup avec Stéphanie. Mais ton Alice, là, oh, elle va pas te manger, hein. Elle sait que tu n'es pas insensible à ses charmes, n'est-ce pas? Je riais à mon tour, mais d'un rire forcé plutôt lamentable. J'étais encore mal à l'aise, j'avais peur de vomir. Écoute, reprit Roswell d'une voix étrangement basse. Je sais que tu parles pas à beaucoup de filles. Bah, je le sais. Mais je suis sûre qu'elle n'aura rien contre l'idée de sortir avec toi. Enfin, je veux dire, tu n'as qu'à te décider. Je ne répondis pas. Alice était tellement belle, tellement parfaite qu'on l'observait de loin. Mais à la seule idée de l'amener quelque part, je sentais mon cœur se serrer. Et la cloche se mit à sonner dans les haut-parleurs, sous le toit, et Roswell s'écarta du mur. Tu es en histoire? Je fis le nom de la tête. Je crois que je vais rentrer. Tu veux que je te ramène? Je peux dire à Crowley que t'as une urgence familiale ou un truc du genre. C'est bon, ça ira. Il me jeta un coup d'œil dubitatif, se passa une main sur le menton, l'œil tourné vers la pelouse. Bon bah, alors on se revoit plus tard. Tu vas à l'enterrement? Peut-être, je sais pas, probablement. On s'adressa mutuellement un signe de tête sans vraiment se regarder. Parfois Roswell pose de drôles de questions, mais à d'autres moments il a la décence de se taire. Ce fut le cas cette fois-là. Il ne dit plus rien. Il rentra tandis que je sortais par la grille. À la sortie du parking, je commençais à me sentir mieux, loin du lycée, de cette cantine pleine d'aiguilles, de l'odeur métallique du sang. Je mis ma capuche en me demandant comment je pourrais un jour me trouver une copine. Une fille telle qu'Alice Arms pourrait-elle jamais s'intéresser à moi? Quel loser! Pourtant, elle m'avait touché le bras. L'air humide et frais me parut bien plus facile à respirer. Je tremblais un peu de froid, mais ça allait. Ça allait. Cependant, je ne pouvais écarter l'idée que la situation risquait de se dégrader. Au lycée, dans le monde. La mère d'Alice engrenait ses Ave Maria et chacun était sur les nerfs, guettant le démon dans son entourage, cherchant un bouc émissaire. Quant à moi, je ne tenais plus sur mes jambes, comme si je couvais quelque chose. Une chose était claire en tout cas. Il fallait tout faire pour passer inaperçu. La pluie crépitait sur le trottoir, ajoutant à mon malaise sans que je sache pourquoi. Bien sûr, ça n'allait pas. Mais ça n'allait jamais. J'avais l'habitude. Le seul véritable ennui dans cette affaire, c'était cette impression que tout allait empirer. Jadis, dans une autre vie, Gentry avait été une ville sidérurgique. Mais en l'espace de 40, 50 ans, c'était devenu un océan de monospace, de pelouse et de golden retriever. Presque tout le monde travaillait, selon son degré d'éducation, dans l'une des usines d'ordinateurs, à l'assemblage ou à l'emballage, à l'exploitation laitière ou à l'institut universitaire.
Il y avait de nombreuses autres villes industrielles dans les parages, des faubourgs qui se succédaient sans aucun centre-ville, chacun se développant autour de sa propre fabrique. Gentry était juste plus autonome. Des gens y naissaient, y vivaient et y mouraient sans chercher à s'installer ailleurs. Ils allaient déjà tout à leur portée. Le lycée était érigé sur le terrain de l'ancienne raffinerie Gates. 40 années durant, Gates avait été au cœur de Gentry et beaucoup de commerces portaient encore son nom. À sa fermeture après la Seconde Guerre mondiale, les habitants avaient retrouvé du travail dans les ateliers de mécanique, puis dans les entreprises du secteur technologique qui avaient favorisé l'apparition de ponts et de parcs municipaux, avec la conviction que Gentry valait mieux que les 8 ou 9 autres petites villes du voisinage immédiat. La raffinerie n'existait plus à ma naissance. La plupart des élèves du lycée traversaient les terrains de Gates pour rentrer chez eux. Les zones résidentielles se trouvaient presque toutes de l'autre côté, séparées du quartier des affaires et de l'école par un étroit ravin. La prairie restait jonchée de toutes sortes de débris et le sol était saturé de fer. Alors j'empruntais toujours une autre route. Je longeais Bethanville Street, contournant le champ qui avait autrefois servi de base à la raffinerie, en essayant de réfléchir à ce qui avait pu arriver. On avait laissé des traces de sang sur mon casier. Mais pourquoi? Qu'avais-je fait pour qu'on s'en prenne à moi? Pourquoi maintenant? La tension montait toujours d'un cran à Gentry quand un enfant mourait. Les enterrements ne réjouissaient personne, mais j'avais été prudent. J'étais passé inaperçu. J'avais tenu mon rôle. Roswell et moi savions que nous n'assisterons pas à la fisse. Cependant, il faut parfois jouer le jeu. Même quand il n'y a pas de témoins, c'est le meilleur moyen de donner l'impression qu'on croit à ce qu'on dit. Alors qu'en fait, il y a juste deux personnes qui partagent un secret, l'air de rien. Je ne peux supporter les lieux consacrés, c'est pire que l'inox, pire que le fer du sang. 2 pas dans le cimetière de l'église, et j'ai la peau qui brûle comme sous l'effet d'un violent coup de soleil. Je peux pénétrer dans certains endroits, comme les entrepôts, les annexes, où on enseigne des catéchismes, la section du cimetière qui n'a pas été bénite, où on enterre les suicidés et les bébés non baptisés. Mais je ne me vois pas assister à un enterrement seul dans ce carré non consacré. C'est trop déprimant. Plus jeune, j'allais au catéchisme. J'avais 3 ou 4 ans lorsque mon père avait fait bâtir l'annexe sur un terrain voisin. Personne ne s'était élevé contre cette initiative qui devenait vraiment nécessaire, mais il avait en réalité une autre idée derrière la tête. Il n'a jamais béni les lieux. Pendant un certain temps, ce fut une solution, mais maintenant que j'étais trop grand pour le catéchisme, je devais me glisser dans la peau du gamin rebelle qui ne voulait rien avoir à faire avec son pasteur de père. Je longeai Welsh Street jusqu'à son extrémité en cul-de-sac. J'escaladai ensuite le muret en béton pour descendre le chemin qui mène au Crassier. À l'époque de la raffinerie, on déversait gravier et chaux vifs directement dans le ravin. Avec les années, cela s'était entassé, recouvert d'arbres malingres et de touffes d'herbe, tout ce qu'il restait de Gates. Des collines de déchets, des crassiers, il y en avait à travers tout le pays, mais les Gentry et les écoliers n'escaladaient jamais les barrières. Dans les autres villes, on clôturait les crassiers pour la forme. L'échange de Brena Jovanov. Salut Lia. Dans les autres villes, on clôturait les crassiers pour la forme, des amas grisâtres et sans intérêt, tandis que les nôtres étaient tellement noirs qu'on les aurait cru brûler. Si on les barricadait, c'était vraiment parce qu'il ne fallait pas s'en approcher. C'était le sujet préféré des gens, le genre qu'on aborde autour d'un feu de camp. Le théâtre d'histoires de fantômes et de possessions, de morts vivants grimaçants et pourris qui venaient hanter les rues désertes. On n'y croyait pas, bien sûr, mais là n'était pas la question. Peu importait qu'il ne s'agit de contes, personne n'avait envie de traîner dans les parages. À mi-chemin du flanc du crassier, le chemin se divisait en deux pour suivre une passerelle enjambant le ravin. Un homme se tenait au milieu, ce qui me parut plutôt bizarre car ce n'était pas vraiment le genre d'endroit où les adultes aimaient traîner. Accoudé à la balustrade, le visage entre les mains, il regardait droit devant lui. Il me rappelait quelqu'un, mais je ne savais plus qui. Je n'avais pas vraiment envie de m'approcher. Pourtant, il fallait bien que je passe derrière lui pour entrer à la maison, à moins d'escalader la colline et de remonter vers Bricker Street. Je mis les mains dans mes poches et m'engageai sur le pont. « Ah, t'as une mine effrayante !» me lança-t-il quand je fus à sa hauteur. Pourquoi envoyer une vacherie à un inconnu, surtout en regardant ailleurs? Il porta un long manteau aux poignets râpés,
avec des galons militaires sur les manches et des trous sur le devant à la place des boutons. Tes yeux, dit-il en se retournant. Tes yeux sont noirs comme des pierres de lave. Je ne pus m'empêcher de me retourner pour vérifier s'il ne s'adressait pas à quelqu'un d'autre. J'avais effectivement les yeux noirs et ça empirait avec le fer. Je me sentais toujours en nage et blême, même si le vertige au moins avait disparu. L'homme se pencha vers moi, et je vis de plus près ses paupières cernées, bouffies, son teint jaunâtre. Je pourrais t'aider, reprit-il. Je ne suis pas expert, mais on dirait que c'est plutôt vous qui avez besoin d'aide. Cela le fit sourire, sans le rendre plus avenant pour autant. Mon visage n'est que le résultat de mes mauvais gènes, tandis que toi, gamin, tu n'es pas en bonne forme. Il te manque quelque chose pour te remettre sur pied. Il désigna l'autre berge du ravin, le quartier paisible où se trouvait ma maison. Par là, il n'y a que de la misère pour toi. C'est là que tu habites, et je suis sûre que tu es au courant. La pluie crépitait sur la passerelle, et derrière moi le crassier paraissait tellement noir qu'il en créait ses propres couleurs. Mon cœur battait trop fort. C'est pas mon problème, dis-je la gorge sèche. Ça va le devenir, assura-t-il en hochant la tête. Dans son intention ne résonnait aucune menace, pas même un avertissement. Sa voix restait calme. Il sortait de sa poche une montre de gousset, l'ouvrit en me cachant le cadran alors que lui-même ne regardait que le crassier. Je finis par reprendre mon chemin en prenant garde de ne pas l'effleurer, atterri de l'autre côté du ravin et débouché à l'intersection d'Orchard et de Concorde. Je m'efforçais toujours de maîtriser la panique qui montait en moi. Quelque part, j'étais certain qu'il me suivait. Pourtant, quand je me retournai, je ne vis personne. Dans Concord Street s'alignaient les pavillons à étages, avec la véranda au rez-de-chaussée. À 3 maisons de la nôtre, Madame Philly clouait un fer à cheval sur sa balustrade. Elle avait les cheveux gris, frisés, genre caniche, et portait un imperméable jaune. Elle se retourna à moitié, et quand elle m'aperçut, sourit en me décrochant un clin d'œil. Puis elle se remit à l'ouvrage, comme si ce fer pouvait la protéger d'une menace réelle. J'arrivai chez moi au son de ses coups de marteau. Pulsation, chapitre 3. Une fois dans l'entrée, je me débarrassai de mon sac et de mon blouson à capuche. Une des manches était imbibée de sang. J'avais envie de le jeter à la poubelle, mais j'avais peur que mon père y trouve quelque chose à redire. En guise de buanderie, nous avions aménagé un réduit au fond du couloir. J'évitais autant que possible d'y entrer à cause de la machine à laver et du sèche-linge, tous deux en inox. Il rendait l'atmosphère de cette pièce sans fenêtre totalement irrespirable. Je faillis néanmoins mettre une lessive en route, mais j'ai dû m'arrêter sur le seuil, les tempes battantes. Je mis le blouson en boule, tout en me disant que je demanderais à Emma si elle voulait bien me le laver à l'eau bouillante et à la javel. Après quoi, je le fourrai dans le panier et me dirigeai vers la cuisine. Du fond de la maison, j'entendis quelqu'un taper sur un clavier. Ma mère devait être en train de travailler à son ordinateur. « Maki » lança-t-elle. « C'est toi ?»« Oui. »« Faudrait pas que ton père te surprenne à sécher les cours, d'accord ?»« Oui, d'accord. » Après m'être servi un verre d'eau, j'allais m'asseoir à la table, les yeux fixés sur la nappe écossaise que j'essayais de décoder. Rouge, noir, blanc, vert, jusqu'à ce que j'en perde le fil. Quand Emma entra, j'étais tellement plongée dans mes réflexions que je sursautai lorsqu'elle me posa la main sur l'épaule. J'allais lui parler de la lessive quand je m'aperçus qu'elle n'était pas seule. Une grande fille au long visage anguleux et à l'air sérieux l'accompagnait. Emma prit un pot de beurre de cacahuètes dans le placard, ainsi qu'un couteau de pique-nique en plastique. « Hé, petit monstre !» s'exclama-t-elle en m'ébouriffant les cheveux. « Tu rentres tôt aujourd'hui ?» Elle jeta un coup d'œil vers la porte du bureau avant d'ajouter presque à voix basse. « Ça va ?» D'un geste de la main, je fis signe que oui, plus ou moins. « Et toi ?» ajoutai-je. « Tu n'as pas botanique à cette heure-ci ?» À 19 ans, Emma n'était pas du genre à sécher un cours de sciences. Elle se montrait même tellement assidue que ça en était presque effrayant. Le professeur Cranston nous a donné du temps pour travailler notre projet de groupe. De son couteau, elle désigna la fille qui l'accompagnait. « Voici Janice. » Celle-ci s'était assise, les bras croisés en face de moi. « Salut, » dit-elle. Ses cheveux d'un brun terreux s'enroulaient en mèches folles autour de son visage. Je
Je lui répondis d'un signe de tête. Elle m'observait comme un animal de laboratoire ou un insecte piqué par une épingle. Ses yeux étaient immenses et tellement sombres. Pourquoi elle te traite de monstre? N'importe qui à ma place aurait pu sauver la situation en 2, 3 mots, mais ce n'était pas mon truc. Je m'obstinais à examiner la nappe en attendant qu'Emma prenne les choses en main. Emma, la menteuse en chef, la reine de mon frère est normal, mon frère est timide. Mon frère est malade, il a des allergies, une mononucléose, une intoxication alimentaire, la grippe. Le plus gros, le plus énorme mensonge de tous, mon frère. Comme de bien entendu, elle se plaça derrière moi, posa son menton sur ma tête. Quelques mèches lisses s'étaient échappées de son bandeau et venaient me chatouiller le front. Ben, quand il était bébé, dit-elle, c'était l'être le plus affreux que j'ai jamais vu, tout jaune et chiffonné, sans parler de ses dents. Elle se redressa, se tourna en direction du bureau. Les mâchoires pleines de dents, pas vrai, maman? Comme Richard III, rappela ma mère. Janice m'examinait toujours, penchée sur la table, comme si elle avait faim. Bon, mais il n'est plus affreux maintenant. Bon, je monte, annonçai-je en repoussant ma chaise. Dans ma chambre, je m'allongeais sur le lit aussi mal à l'aise que si des milliers d'insectes grouillaient sous ma peau. L'homme que j'avais rencontré sur la passerelle m'avait attendu, moi et personne d'autre. Il m'avait regardé droit dans les yeux, comme s'il cherchait quelque chose. J'étais encore secouée par tout ce sang que j'avais vu et senti. Je tremblais de froid et de désarroi. Je finis cependant par me relever et aller chercher mon ampli sur lequel je branchais mon casque. J'en profitais pour attraper ma basse dans le placard. Elle était montée avec des cordes noires, Black Beauty, et j'avais retiré les frettes métalliques du manche. Si le rythme du morceau était rapide, je jouais du médiator, et quand je n'en utilisais pas, le revêtement laqué des cordes m'empêchait de trop me brûler les doigts. Je n'aurais pourtant pas hésité à le faire sur des cordes à nu, juste pour entendre ce bourdonnement grave, pour retrouver cette sensation. C'est parfois la seule chose qui m'aide. Brusquement, toutes mes peurs, toutes mes angoisses se retrouvent à des années-lumière. Je jouais les lignes de basse, des morceaux que je connaissais et d'autres que j'avais inventés, des progressions de notes pleines et puissantes résonnant à l'infini, et des sons lourds étouffés frénétiquement martelés encore et encore. Au bout d'un moment, j'en vins à éprouver l'étrange sensation que quelqu'un m'écoutait. Pas comme si je venais de la maison, qu'Emma tendait l'oreille depuis le couloir. Non, c'était plutôt cette chaleureuse anxiété qu'on pouvait ressentir à jouer pour un inconnu. Ôtant mon casque, j'allais vérifier à la fenêtre juste pour constater que le jardin était désert. Il s'était écoulé plus de temps que je n'aurais cru. Le soir tombait, et on distinguait moins les détails de la pelouse et des buissons. Mais c'était tellement stupide d'imaginer que quelqu'un pût m'écouter. Profondément même. Après tout, j'étais assis là, le casque sur les oreilles. Je retournai me poser au bord du lit, repris le Gibson et me lançai dans une marche sur une ligne de basse ondulante qui allait crescendo et montait en puissance jusqu'à ce que je puisse la sentir dans mes propres battements de cœur. Je fus réveillée en sursaut en entendant quelqu'un m'appeler. Mon casque toujours sur les oreilles, je sortis du lit en écartant câbles et fils. Au sol, l'ampli crachotait doucement dans la semi-obscurité et je me sentais un peu dans le coltard. Dehors, il faisait nuit. Tout était allumé dans la maison, ce qui signifiait que mon père avait dû rentrer. Il adore les éclairages électriques et actionne tous les interrupteurs qui lui tombent sous la main. En arrivant sur le palier, je plissai les paupières pour ne pas être ébloui. « Malcolm » lança-t-il dans la cuisine. « Descends, je te prie. » J'obéis tout en me protégeant les yeux de mes mains. Il était installé à la table et, à son expression autant qu'à sa cravate, je sus qu'il rentrait tout juste de l'église, de l'enterrement de Nathalie Stewart. Son visage habituellement rond et amical paraissait plutôt ravagé. J'aurais voulu lui demander comment ça s'était passé, mais ne pus articuler un mot. Il avait abandonné son manteau sur le dossier d'une chaise et feuilleté une liasse de vieux sermons en prenant des notes. Me voyant descendre, il leva la tête, mais ne lâcha pas son stylo. L'air fatigué, assez exaspéré, comme s'il attendait avec impatience la fin de journée. « Tu peux me dire pourquoi j'ai reçu un coup de fil du bureau du proviseur cet après-midi » commença-t-il. Il y avait une collecte de sang. Il me dévisagea en roulant le stylo entre ses doigts. Ce n'était vraiment pas le moment de te faire remarquer. Ne me dis pas qu'on ne vous avait pas prévenu. J'avais oublié.
Mais c'est pas si grave. Malcolm, d'abord et avant tout, tu dois t'arranger pour passer inaperçu. Je baissai les yeux sur l'inérum. C'est ce que j'ai fait, comme toujours. Il tassa ses sermons à une pile bien nette avant de se lever pour prendre une pomme. Il entreprit d'éplucher avec un couteau en plastique. J'avais envie de lui demander pourquoi il ne mordait pas directement dedans, comme tout le monde, mais chacun son truc. Après avoir bien massacré ce pauvre fruit, il jeta dans l'évier le couteau qui rebondit comme une baguette de Mikado avant de se casser en deux. Pourquoi n'y a-t-il pas de couteau digne de ce nom dans cette maison? Il y en a dans le placard au-dessus du frigo, dis-je alors qu'il m'interrogeait du regard. Ma mère y range les couverts comme des pions sur un échiquier quand elle ne les y jette pas. Tout ce qui ne peut pas être en plastique ou en céramique et en aluminium. Tout ce qui n'est pas en aluminium, elle le cache. Il ouvrit le placard, se mit à fouiller parmi les couteaux, fourchettes et cuillères en inox, et sortit un qu'il posa devant lui. Je le voyais de dos couper sa pomme en quartier, les épaules raides. Il sentait l'aftershave et cette odeur aigre qu'il dégageait quand il s'énerve. Je pense, reprit-il sans se retourner, à ce que Missy Brent m'a dit, qu'il serait bien qu'elle ait quelqu'un qui vienne l'aider de temps en temps à la maternelle. Ça te dirait? J'aurais pu jurer que Missy n'avait strictement rien dit, qu'il venait juste d'avoir cette idée, mais que bien sûr elle ne s'y opposerait pas, car comment refuser de surveiller le fils minable du pasteur? Comme je ne disais rien, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis dit que ce serait une bonne solution. Ainsi, tu aurais une place officielle dans la congrégation. Serrant les poings, je tâchais de ne pas élever la voix. C'est juste trop... n'importe quoi. Il te faudra peut-être plusieurs semaines pour t'habituer à la présence de jeunes enfants, et je suis sûr que tu t'en tireras très bien. Il soupira, secoua la tête. C'est l'ennui avec ta mère et toi. Tous les deux, vous trouvez toujours le moyen d'inventer de nouveaux obstacles dans toutes les situations. Vous n'essayez jamais de voir le bon côté des choses. Ainsi, on en revenait à ces marottes. D'un côté, maman et moi, toujours pessimistes et réalistes. De l'autre, mon père et Emma, persuadés que le monde pouvait être beau. Je ne pouvais être d'accord avec eux parce que je n'y croyais pas. Pourtant, j'aurais bien aimé. Je m'étais remis à examiner la nappe, mais mieux valait m'arrêter si je ne voulais pas paraître mal à l'aise, ce qui ne correspondait pas du tout à la réalité. Je savais très bien ce que j'avais à dire, seulement je ne voulais pas le dire. Papa, c'est pas une question de bon côté des choses. Ça se passe comme ça. Il faut pas compter sur un coup de baguette magique pour tout arranger. Jamais je ne pourrais mener une vie normale. Mon père se tourna vers la fenêtre, si bien que je ne voyais toujours pas son visage. Arrête de dire ça. Tu n'y es pour rien. Le cœur serré, je fermais les paupières, la tête renversée en arrière, comme si je recevais des coups. Si, j'y suis pour beaucoup. Tu me traites même pas comme Emma. Remarque lui arracha une sorte d'éclat de rire, comme un aboiement. On ne peut pas dire non plus que tu ressembles à Emma. Je fais de mon mieux pour répondre à tes besoins, mais c'est difficile. Ça ne t'a peut-être jamais sauté aux yeux, mais ce n'est pas pour autant que je ne fais rien. Nous en sommes tous au même point, nous faisons de notre mieux. J'allais lui répondre que dans ce cas, il ferait bien de réfléchir à ce dont j'avais vraiment besoin, au lieu de me coller sous la surveillance d'une troupe de gamins, quand Emma entra. Elle traversa la cuisine, droit vers le réfrigérateur. Je me tus, et mon père nous tourna le dos à tous les deux. Ma sœur, qui fouillait dans les tiroirs à légumes, leva la tête vers nous. Tu avais besoin d'être aussi désagréable avec Janice? Sur le coup, je crus qu'elle s'adressait à moi. Mon père déposa son couteau et la toisa d'un air contrarié. Écoute, tu sais très bien que nous avons des règles pour les visites impromptues. Le règlement. Dans cette maison, il existe un règlement pour tout. Roswell peut nous rendre visite, mais seulement parce que mon père a confiance en lui. Un nouveau venu risquerait de s'étonner de ne trouver aucune boîte de conserve chez nous, ni aucun ustensile de cuisine en métal. Mon père se passa la main dans les cheveux. Écoutez tous les deux, la famille est une partie très visible de la communauté, et nous devons prendre garde à l'image que nous projetons.
Emma claqua la porte du réfrigérateur. Quelle image! On ne voulait pas te gêner. Elle était là pour qu'on fasse notre expérience sur les graines. Ce n'était pas l'endroit le mieux indiqué pour ce genre d'études. Vous ne pouviez pas vous retrouver à la bibliothèque. Elle posa les mains sur ses hanches. Malheureusement, il est interdit de faire germer quoi que ce soit à la bibliothèque. Va savoir pourquoi. Ou pourquoi pas dans cette chouette petite librairie du centre-ville, ou dans un café. Papa! Ils se défièrent du regard, mais ni l'un ni l'autre ne dit quoi que ce soit. C'étaient cependant eux les plus expansifs de la famille, eux qui riaient fort ou qui criaient. Et moi, je trouvais bizarre qu'ils parviennent ainsi à se disputer sans articuler un mot. Ils pouvaient communiquer par leur seule façon de respirer. Mon père émit une sorte de râle, sur quoi Emma leva les yeux au ciel puis les baissa. Adossée au réfrigérateur, elle se mit à considérer ses pieds d'un air concentré jusqu'au moment où elle se précipita vers notre père et l'étreignit comme pour lui demander pardon. Celui-ci lui rendit son étreinte sans hésiter. Ils restèrent serrés l'un contre l'autre et elle finit par murmurer. Quand tu auras fini, range bien le couteau. Maman a horreur de trouver la cuisine en désordre. Il rit. Il lui donne un petit coup sur la serviette, avec sa serviette. Tu penses bien que je ne vais pas mettre la pagaille dans sa cuisine? Pas si tu sais où se trouve ton intérêt. D'un air absent, elle tendit le bras vers ma tête pour m'ébouriffer les cheveux, mais elle avait toujours le regard fixé sur lui. Elle s'arrêta, puis sortit en esquissant un pas de danse. Il la suivit du regard. Il entretenait une relation authentique, d'un genre que je ne pourrais jamais ni comprendre ni reproduire. Mon père abandonna sa pomme en vrac sur le comptoir et vint s'asseoir devant moi. Sans vouloir t'embêter, j'insiste, tu sais à quel point il est important de garder profil bas. Il y a des gens qui s'évanouissent à la vue du sang, c'est bien connu. Il se pencha jusqu'à me faire parfaitement face, et je ne voyais plus que ses yeux vert pâle presque transparents, et ses cheveux autrefois bruns qui viraient lentement gris. Il avait l'air tellement adorable, tellement juste quand on ne vivait pas sous son toit qu'on avait tendance à se confier à lui. Tu ne peux pas t'offrir ce luxe, tu dois te fondre dans la majorité. Je ne dis pas qu'on a tort de redouter la vue du sang, seulement nous vivons dans une ville où tout le monde a peur et se méfie. Et ça ne va pas s'arranger avant un bon moment, à cause de cette famille qui vient encore d'enterrer une petite fille. Tu le sais très bien. Son expression se radoucit. Tu t'es donc évanoui? Non, mais j'ai dû sortir respirer un peu. Quelqu'un t'a vu? Roswell. Mon père se rassit sur sa chaise, croisant les mains derrière sa nuque. Tu es sûr que personne d'autre ne t'a vu? Juste Roswell. Il finit par hocher la tête. Bon. Il prit une longue inspiration, l'air de tirer sa conclusion. Bon, répéta-t-il. Tu as raison, il n'y a pas de quoi s'affoler. Je regardais autour de moi le sol, le comptoir de granit. On se serait presque cru dans une série télé. Accoudée à la table, je sentais plus que jamais l'odeur d'aftershave de mon père, au point d'en avoir du mal à respirer. Au mur, le tic-tac de la pendule nous menait tranquillement vers les 23 heures. Non pas de quoi s'affoler, juste que quelqu'un avait écrit monstre sur mon casier. Impossible de lui dire ça. Impossible de lui faire comprendre que ces mesures de sécurité ne servaient à rien. Ils avaient raison. Jeanne Trie, la nuit. Chapitre 4. Allongée à plat ventre sur mon lit, j'écoutais les sons habituels de la maison, le frigo, la clim, les toilettes à l'étage qui coulent sans arrêt. En bas, la porte d'entrée s'ouvrit et se referma. Frémissement de papier sur la table du courrier, cliquetis de clés. Aucun bruit de pas. Ma mère porte des tennis blanches d'infirmière à semelles de caoutchouc, totalement silencieuse. Sharon, lança mon père, apparemment toujours dans la cuisine. Je pourrais venir, s'il te plaît? Je ne saisis pas la réponse, sans doute un non, car une minute plus tard, la douche se mettait à couler. Elle prend toujours une douche dès son arrivée, parce que son travail la met constamment au contact du sang, et que toute la journée elle manipule des objets en inox. Je me tournai sur le dos, les yeux braqués sur la lampe du plafond, pendant que le ventilateur diffusait des ombres en forme de libellules. Finalement, j'ouvris la fenêtre et me glissai sur le toit. De là, j'avais une vue sur tout le quartier et sur le jardin. Je me penchai, les coudes sur les genoux. Il ne pleuvait plus, mais l'air restait empli d'une brume humide.
Des motos passaient dans la rue bordée d'arbres devant les bouches d'incendie et les voitures garées le long du trottoir. La ville entière empestait le sang, qui masquait l'odeur plus subtile de l'herbe verte. Dans le corridor qui menait à ma chambre, un pas glissant sur la moquette, et puis retentit un coup léger à la porte. Je me penchai par la fenêtre vers l'intérieur. Oui. Emma ouvrit. Elle avait déjà noué ses cheveux et passé son pyjama avec ses horribles pantoufles en peluche. Elle grimpa sur le lit, vint me rejoindre sur le toit en écartant les bras pour maintenir son équilibre et s'assit au bord des bardeaux humides. On regarda encore un peu la rue et ma sœur posa la tête sur mon épaule. J'appuyai la joue contre ses cheveux en murmurant. Ah, vous vous êtes bien engueulés, papa et toi. Oh, divergence d'opinion. Il estime que je brise une règle cardinale. Je trouve qu'il se comporte comme un maniaque. Et encore, il n'a que eu la faim. Désolé. Il s'est pas emporté. Il veut juste que je passe inaperçu. À cause de ces petites filles aujourd'hui. Ou à cause de Kélan Gori. Ah là là, il n'arrête pas de raconter cette histoire. C'est pas en te racontant des horreurs pareilles qu'il va changer quoi que ce soit. Du bout des doigts, je palpais les bardeaux rugueux, pleins de clous galvanisés. La sensation était assez brûlante pour détourner mon attention. Non, là il n'en a pas parlé, mais j'ai compris le sous-entendu. Cette fille à l'école, Tate, c'était sa sœur. Emma ôta sa tête de mon épaule et se redressa en frissonnant dans l'air froid. Elle croisa les bras pour se tenir chaud. C'est dur pour lui. Elle ne me touchait plus du tout, et sa voix résonnait bizarrement. C'est dur pour eux deux. Ça devrait l'être pour moi aussi, mais ça ne me fait rien. Tu es le seul frère que j'ai jamais eu. Je me contentais de fixer mes chaussettes noircies par le goudron du toit. Je ne pourrais pas changer de sujet. Poussant un profond soupir, elle se tourna vers moi. J'en ai marre de toujours changer de sujet. Tu n'as pas remarqué que tout le monde fait comme si de rien n'était? J'ai hoché la tête, malgré mon envie d'objecter que ça rendait les choses bien plus faciles, et me contentais de me gratter les pieds sans rien dire. Tu lui ressemblais beaucoup, observa-t-elle. Sans le vouloir, je rentrai les épaules. Elle parlait du frère qu'elle aurait dû avoir et tout ce qui s'y rapportait à lui, même les plus petites choses qui me pesaient affreusement. Il était blond, continua-t-elle d'une voix rêveuse. Comme toi. Je sais qu'il avait les yeux bleus, parce que toi aussi pendant un certain temps. Et puis ce bleu a fini par disparaître ou a fondu ou je ne sais quoi. Peut-être que ce n'était qu'un sort ou un charme. Enfin, un jour, il a fini par partir, et te voici. Mais tu ne te rappelles pas à quoi il ressemblait? Emma examina le dos de ses mains, comme si elle avait du mal à se concentrer et retrouver une image. J'étais très jeune, je n'arrivais plus à faire la différence entre avant et après. Je me rappelle certains détails, sans plus vraiment savoir s'il s'agissait de toi ou de lui. Je me souviens surtout des ciseaux. Maman les avait accrochés à un ruban au-dessus du berceau. Ça faisait joli. Je repensais aux superstitions de l'ancien monde, ces trucs qui protégeaient le bétail à la maison. Il me semblait de plus en plus évident que ça ne marchait pas. En fait, je ne garde aucun souvenir de lui, soupira-t-elle. Je revois seulement les choses que maman faisait pour qu'on ne l'enlève pas. Elle souleva un genou, l'entoura de ses bras. Ses cheveux commençaient à se décoiffer un peu, et elle tâchait de les remettre en place, l'air triste et solitaire. Une vraie bonne sœur. J'avais envie de lui dire que je l'aimais, et pas de l'amour compliqué que je portais à nos parents, mais d'une façon toute simple qui ne m'obligeait pas à réfléchir. Ça allait de soi, comme on respire. Quoi? Demanda-t-elle. Pourquoi tu me fixes comme ça? Je haussai les épaules. Si la sensation était simple, je n'arrivais pas à l'exprimer en paroles. Elle me dévisagea un long moment et finit par m'effleurer la joue. Bonne nuit, petit monstre. Elle retraversa la fenêtre et tomba sur le lit, les pieds traînant un instant sur le bord. Ses pantoufles s'étaient elles aussi tachées au contact des bardeaux, et je faillis lui saisir une cheville au passage, mais je n'en fis rien. En contrebas, le quartier dormait. Appuyé sur mes coudes, je contemplais la rue. Gentry présentait deux aspects bien différents, et la nuit, je voyais beaucoup mieux le second. Cette ambiance de banlieue verdoyante, ses pelouses et ses petits secrets. Le genre d'endroit où les gens vérifiaient sans cesse les serrures le soir, regardaient les gamins près de chez l'épicier.
Ils accrochaient les fers à cheval au-dessus de leur porte d'entrée et des cloches à la place des carillons éoliens. Ils portaient des croix en inox plutôt qu'en or, car le métal précieux ne pouvait les protéger de gens comme moi. Peut-être que les plus courageux enterraient quartz et agates dans leur jardin ou déposaient une soucoupe de lait dehors pour se porter bonheur. Petit cadeau pour qui pourrait les guetter dans l'ombre. Si quelqu'un leur demandait de quoi il s'agissait, ils haussaient les épaules en riant, mais ne s'arrêtaient pas pour autant, parce qu'on vivait dans un endroit où les gens gardaient leur perron allumé toute la nuit et ne souriaient pas aux étrangers. Parce que quand ils assortissaient de quelques jolis cailloux leur massif de soucis, les neiges précoces n'arrachaient jamais les branches de leurs arbres et leurs jardins paraissaient plus jolis que ceux des autres gens. Parce que la plupart du temps, plus que tout, la nuit n'était qu'ombre et enfants volés, et que nous vivions dans le genre d'endroit où nul ne parlait jamais de ces choses-là. Au bout d'un certain temps, je grimpai dans ma chambre et regagnai mon lit. Je laissai la fenêtre ouverte pour avoir de l'air. Vivre dans cette maison, ce n'était pas insupportable, mais j'avais du mal à dormir dans l'odeur omniprésente des vis, des rivets et des clous. Un coup de vent me donna le frisson et je remontai mes couvertures. En bas, les grillons crissaient et les branches des arbres se fouettaient. De l'autre côté de la route montait le froufrou des souris qui filaient dans les hautes herbes et les jacasseries grinçantes des oiseaux de nuit. Je cachai ma tête sous l'oreiller pour ne plus entendre ces bruits, mais ça ne fit que les étouffer, et je me demandais si Roswell les percevait de la même façon. Lui et tous les autres. Lui qui pouvait entrer dans une classe sans se laisser distraire par un bruissement de papier ou par le système de ventilation. Je devais prendre sur moi pour ne pas sursauter chaque fois qu'une porte se fermait ou qu'un livre tombait, au cas où ce bruit n'aurait pas été assez fort pour surprendre quelqu'un d'autre. Ainsi elle est la vie à Gentry. Chaque jour le lycée, se mêler aux autres, dans un monde où il valait mieux ne pas sortir du rang, et faire ce qu'on avait à faire sans importuner personne. Sinon, comment les autres pourraient-ils continuer à mener leur petite existence tranquille? Ce n'était peut-être pas si difficile que ça. Il arrivait bien que des enfants meurent, ils tombaient malades, sans empirer, sans qu'on sache vraiment pourquoi. De temps à autre, un voisin perdait son fils ou sa fille. On accusait alors la pollution ou les nappes phréatiques. Pardon. Ou même le plomb ou les suintements toxiques du crassier. Nathalie Stewart n'en était finalement qu'une parmi d'autres, inhumée dans le cimetière de West Street dans l'ombre de mon pasteur de père, et c'était triste. Je connaissais le scénario, les réactions que je devais avoir, mais dès que je tentais d'éprouver une sorte de tristesse ou de regret, ne serait-ce que poli, je ne voyais plus que Tate dans la cantine. Et quand je pensais à elle, je ne captais pas de chagrin, plutôt un sentiment de solitude. Quand je repensais à tous ces sièges vides autour d'elle, je ne déplorais pas la disparition de sa sœur. C'était juste la même impression sinistre que tous les autres jours. À vrai dire, il est facile de comprendre une ville, de l'aimer, de la détester, de lui adresser toutes sortes de reproches, mais au final, ça ne nous empêche pas d'en faire partie. La lettre écarlate, chapitre 5. Il faisait gris et froid ce vendredi-là. La caravane de dons du sang était partie, mais je me sentais encore assez secouée et me promis de ne pas mettre les pieds à la cantine. Dans l'atrium, la pluie inondait tellement les vitres qu'elles paraissaient fondre. Je passais la matinée à esquiver les gens, les discussions, les personnes qui pourraient me demander pourquoi je me traînais comme un zombie. À commencer par Roswell. Mais vers midi, j'avais épuisé toutes les excuses possibles pour le matériel de classe qui me manquait, et il me fallut retourner à mon casier, sans réel enthousiasme. Monstre avait disparu, pour faire place à une sorte de spirale biscornue. La peinture avait été grattée, laissant comme une toile d'araignée de métal brut à la place du mot accusateur marqué de sang. Certaines zones avaient été noircies ou recouvertes d'une épaisse peinture blanche. On a nettoyé ton casier, indiqua Danny derrière moi. Je hocha la tête en brandissant un marqueur et une bouteille de Tipex. J'examinais sous fouille de fines lignes sinueuses. Au bord du graffiti, le liquide correcteur avait été soigneusement appliqué par-dessus le marqueur, puis s'estompait si bien que l'encre réapparaissait derrière les volutes fantomatiques. Joli travail. Danny posa un coude sur mon épaule. On voulait pas écraser ton expression personnelle ni rien, hein. On s'est juste dit que ce serait mauvais de te cataloguer trop agressivement et trop tôt. Ça pourrait, je sais pas, donner un faux signal. Tous deux paraissaient totalement inexpressifs,
comme s'ils s'efforçaient de ne pas trop montrer leur contentement. Drew jouait avec la bouteille de liquide correcteur. Ils se tenaient tous les deux autour de moi en guettant ma réaction. Je voulais montrer combien j'étais soulagée, mais ne réussissais pas à articuler autre chose que merci. Merci, Sir Yakam, c'est gentil. Danny me frappa du poing. De rien, c'est toi qui dois 60 billets à école pour faire repeindre ton casier. Si la veille, ça ne sautait pas aux yeux, Tate Stewart monopolisait toutes les conversations. Elle traversait les couloirs d'une démarche raide face aux élèves qui murmuraient sur son passage. Et la dévisageait avec curiosité, ne la quittant pas des yeux, même s'il faisait mine de regarder ailleurs. Les paupières mi-closes, l'expression lointaine, elle semblait ne rien remarquer, comme si elle n'était pas concernée. Elle n'avait pas l'air malheureuse, ce qui rendait les choses 100 fois plus tristes, mais sa bouche crispée faisait peine à voir. À vrai dire, elle n'attachait pas d'importance à ce que les autres pouvaient penser, n'essayant jamais de se faire remarquer ou aimer. En 5e, elle s'était inscrite dans l'équipe masculine de baseball, même s'ils étaient nuls, histoire de prouver que pas même le département des sports ne pouvait l'arrêter. Les heures passant, elle se crispait de plus en plus, dégageant une étrange tension électrique qui vibrait autour d'elle comme sur le point d'exploser. Mais rien ne se produisit jusqu'au cours de littérature. L'heure s'achevait sur l'étude du romantisme et de la lettre écarlate, le roman de Nathaniel Hawthorne. Cela se passait à Boston, au XVIIe siècle. On avait obligé l'héroïne Esther à coudre sur ses vêtements l'infamante lettre rouge, A comme adultère, pour avoir conçu sa fille Pearl en dehors du mariage. Madame Brumel était une grande femme mince aux cheveux décolorés, vêtue d'un pull toujours différent. Elle adorait ses œuvres classiques que personne ne songeait à lire pour se distraire. Debout devant le tableau, elle frappa de ses mains comme toujours. Bon, aujourd'hui nous allons évoquer le sentiment de culpabilité et voir comment la seule existence de Pearl condamne Esther plus sûrement que le A. C'est d'autant plus flagrant que certains villageois prennent Pearl pour la fille du démon. Alors, elle écrivit au tableau « Pearl est une manifestation concrète de sentiment de culpabilité. » Quelqu'un a-t-il une observation à faire sur ce point? Personne ne se manifesta. Devant moi, Tom Ritchie et Jérémy Savoir se renvoyaient une balle de papier froissé, avec un cri de triomphe muet chaque fois qu'il interceptait. Alice et Jenna observaient Tate en commentant à voix basse. Elles se couvrirent la bouche comme si elles venaient de dire quelque chose d'effroyable, et échangèrent des regards entendus. Le dos tourné, Madame Brumel développait les points importants de son cours en attendant que quelqu'un lui réponde. Quant à moi, je contemplais Alice. Quand elle s'était assise au début du cours, sa jupe s'était relevée jusqu'en haut de ses cuisses, et ça m'amusait de constater qu'elle ne s'en était pas aperçue. Ses cheveux détachés lui retombaient dans le dos et brillaient comme du bronze sous les néons. S'accoudant à son bureau, elle se pencha en avant pour murmurer à l'oreille de Jenna. « Il paraît que sa mère ne sort plus de son lit depuis, même pas pour l'enterrement. Et pourtant, tu vois, elle fait comme si de rien n'était. À sa place, je ne viendrai même pas au lycée. » Elle avait parlé assez fort pour se faire entendre de Tate, qui se leva d'un bond en faisant grincer son bureau. Elle se tourna vers nous, et je ne savais plus si j'avais le vertige à cause des vis ou des fils dans le mur ou à cause de son regard posé sur moi. « Alors » lança-t-elle d'un ton agressif. « C'est ça que vous voulez? Me voir une bonne fois pour toutes? Hein? Profitez-en, regardez-moi, je m'en tape !» Aucun élève, sans doute, ne s'était jamais intéressé à Esther Prynne et à sa fille illégitime, mais maintenant, ils écoutaient de toutes leurs oreilles. Je gardais la tête basse, agrippée à mon bureau, essayant de me faire tout petit. Les battements de mon cœur m'entraînaient la gorge, et je me répétais que tout allait bien, que j'avais fantasmé cet œil accusateur. Il le fallait. Il fallait que je le croie. Jamais personne à Gentry ne penserait à moi en entendant les mots « fils du démon ». Personne ne dit rien. La salle était si calme que je n'entendais plus que les vibrations du néon, comme un avertissement juste au-dessus de ma tête. Cependant, personne ne me fixait d'un air mauvais. Personne ne murmurait rien. Aucun doigt délateur ne se tendait vers moi. Madame Brumel s'était adossée au tableau blanc, son marqueur ouvert à la main, les yeux posés sur Tate. « Vous désirez quelque chose ?» Tate fit non de la tête, mais ne bougea pas. « Si vous permettez, j'attends mon grand A rouge. »« Ce n'est pas drôle, » dit le professeur en rebouchant son feutre. « Non, » répondit Tate. « Pas drôle du tout.
Mais on peut sourire quand même, car ça facilite bien des choses. Madame Brumel regagna son bureau, désigna une grande boîte de mouchoirs, même si Tate ne pleurait pas. Désirez-vous un peu de temps pour vous reprendre? Non, je ne suis ni égarée ni brisée par le chagrin, d'accord? J'ai trop les boules. Désirez-vous retourner chez la psy? Mais non, merde! Je voudrais qu'on m'écoute, c'est tout! Ted criait d'une voix suraiguë. Soudain, elle se retourna et envoya un tel coup de pied dans le bureau que toute la salle parut résonner sous le son métallique de sa lourde bottine. Vous pouvez sortir, rétorqua madame Rumel. Pas de cette voix tranquille typique de certains professeurs, mais d'un ton sans réplique, laissant entendre que, si Tate ne sortait pas, elle ferait appel au service de sécurité. Un instant, Tate parut relever le défi, puis elle rassembla ses livres et sortit sans un regard derrière elle. Le reste de la classe demeura plongé dans un silence interloqué. J'agrippais encore les coins de mon bureau pour empêcher mes mains de trembler, et madame Brumel fit de son mieux pour rédiger notre attention vers Nathaniel Hawthorne et le gros problème de Esther jusqu'à la sonnerie. Dans le couloir, je fus rejoint par Oswald, qui sortait juste de son entraînement. Prêt pour une petite conversation en français? Je fis le nom de la tête et me dirigeai vers le parking. J'ai besoin d'air. Il me considéra d'un air perplexe, comme s'il cherchait quoi répondre. Bah, je croyais que tu voulais aller au cours de français, finit-il par laisser tomber. Peux pas. Dis plutôt que tu veux pas. Non, je peux pas. Il croisa les bras, ce qui lui donna soudain l'air beaucoup plus baraqué. Ouais, fait, t'as pas envie, c'est tout. Tout à fait possible d'un point de vue sémantique. Tirant mes manches sur mes mains, j'ouvris la portière. Faut que je sorte, dis-je d'une voix basse, un peu tremblante. Juste un peu, j'ai vraiment besoin d'air. Ah, dis d'abord pourquoi tu parais à moitié mort. Maki, qu'est-ce qui se passe? J'ai horreur de tout ça, là, tous ces gens qui se mêlent de tout ce qu'ils regardent pas, qui peuvent pas me ficher la paix. J'ai horreur de Nathalie Hawthorne. Roswell fourra les mains dans ses poches. Bah, si tu le dis. Il ne me suivit pas. Au fond du parking, je m'adossai à l'un des plus grands chênes, laissant la pluie s'infiltrer entre les feuilles pour tomber sur mon visage. La cloche sonna, mais je restai là, hébété, le souffle court. Je n'étais peut-être pas l'élève le plus assidu en littérature, mais je savais quand même que si Esther était obligée d'aborder un grand A rouge cousu sur sa robe, celui qui le portait gravé dans sa chair était Dimmesdale, le père caché de la fillette, et que c'était lui qui mourrait à la fin. Derrière moi, j'entendis un moteur au ralenti, puis une voix. Hé, Maki! Garé le long du trottoir, dans une bouique totalement monstrueuse, Tate se penchait sur son siège. Apparemment, elle avait décidé que sa journée d'école s'arrêtait là, qu'elle en avait assez de se donner en spectacle. Elle posa la main sur la vitre passager. La pluie n'est pas près de s'arrêter, je te dépose quelque part? Les essuie-glaces dansaient sur le pare-brise, mais je ne voyais que cette énorme carcasse grise aux ailes agressives comme un requin de métal. Ça va, merci. T'es sûr? Parce que ça pose aucun problème, hein? Je fis le nom de la tête en détournant les yeux vers la pluie qui tombait en cascade le long du pare-choc avant. Son visage paraissait plus doux, plus jeune que d'habitude. Sous mon chêne, j'avais presque envie de la féliciter pour la façon dont elle avait tenu tête à madame Brumel, histoire de dire quelque chose. Que j'étais impressionnée de l'avoir vue si triste et capable d'encore d'envoyer promener tout le monde. Elle coupa le moteur, sortit de la voiture. Écoute, faut que je te parle. Elle posa les pieds sur la pelouse et il sembla qu'une fois dehors, au beau milieu du parking, elle ne se sentait plus aussi sûre d'elle. Comme si je lui faisais peur. On aurait dit qu'elle avait la bouche gonflée, les yeux cernés par le manque de sommeil. Elle vint à côté de moi, le regard vide, son coude effleura ma manche. Tu as une minute? Je ne répondis pas. Attends! Pourquoi tu ne dis jamais rien? Cette fois, elle se tournait vers moi en se mordant les lèvres. Malgré l'odeur métallique de la bouillie, elle conservait son parfum vif et sucré d'arbres en fleurs ou de gourmandise qu'on avait envie de croquer. Rien qui ressemble aux filles marquées de la tragédie de l'acier de Détroit. Tu n'étais pas à l'enterrement hier, continua-t-elle. Entre nous, le courant semblait grisailler plus fort. Je secouai la tête. Pourquoi? Enfin, quand on voit ton père, on a l'impression qu'il veut que la communauté se serre les coudes et il avait bien organisé tout ça, d'autant que Roswell était là. La religion, c'est l'affaire de mon père, mais moi je m'entendais mentir comme si j'ai récité l'histoire de quelqu'un d'autre.
De toute façon, un enterrement, c'est pas une fête. On n'y va pas pour s'amuser ni rien. Tate me dévisagea un long moment, puis croisa les bras, ses cheveux mouillés se plaqua sur son front. Enfin, ce que j'en dis, conclut-elle. Tu as raison. Elle poussa un long soupir sans cesser de me fixer. C'était pas elle. Sur le coup, je ne répondis pas. Et le silence s'installa entre nous, mais on continuait de se regarder. Je distinguais des taches de vert et d'or dans ses iris ainsi que de petites pointes de violet. À vrai dire, je ne l'avais plus vraiment observée depuis des années. Elle ferma les paupières, remua les lèvres avant de parler, comme si elle s'entraînait. C'était pas ma sœur dans ce cercueil, c'était autre chose. Je connais ma sœur. Et quoi que ce soit qui soit mort dans ce lit, c'était pas elle. J'avais soudain la chair de poule et ça ne provenait pas de la pluie. Ma main se mit à me démanger, puis s'engourdit. Alors, tu vas rester encore planté là comme un poteau? Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah rien, je veux que quelqu'un m'écoute. Tu ferais mieux d'aller voir une psy, dis-je en me contemplant mes chaussures. Sinon, à quoi elles serviraient? D'un seul coup, les yeux de Tate s'emplirent de larmes. Tu sais quoi? Va te faire foutre! Elle traversa la pelouse pour regagner sa voiture, s'assit au volant, claqua la portière, démarra, enclencha la marche arrière et s'éloigna du trottoir. Après avoir remonté Bétavine, elle disparut au coin de la rue. Je me laissai glisser le long du chêne et m'accroupis contre le tronc. Je sentais à peine la pluie qui m'inondait le front à la nuque. Je n'avais pas révélé mon secret parce que je ne savais même pas comment le dire. Personne n'en parlait. On s'accrochait aux mensonges, les gens faisaient comme si les gosses qui mouraient étaient vraiment les leurs, et non les remplaçants. Cela leur évitait de me demander ce qui était arrivé au vrai. Moi-même, je n'avais jamais demandé ce qui était arrivé au vrai. C'était le pacte de la ville. On ne posait pas de questions là-dessus, jamais. Pourtant, Tate en avait posé. Elle avait eu le culot de dire tout haut ce que tout le monde pensait, et que sa vraie sœur avait été remplacée par quelque chose de sinistre et de contrefait. Même ma propre famille n'avait jamais eu l'honnêteté de le reconnaître. Cette attitude avait fait de Tate une paria, rejetée de tous, alors que c'était moi le monstre. Je m'étais effarouchée comme si elle pouvait me contaminer, alors que c'était juste une fille qui tentait de trouver des réponses à la source la plus évidente. Oui, c'était une évidence. J'étais bizarre et anormale, même dans la vie quotidienne la plus élémentaire. Dans l'alignement de tous les élèves du lycée, il sautait aux yeux que je n'étais pas à ma place, que je représentais l'anomalie. Et le jeu ne marchait pas tant que tout le monde acceptait de ne rien voir. Je me tapis sous l'ombre dégoulinant. Pardon. Je me tapis sous l'arbre dégoulinant, me couvris la tête de mes mains. Je n'avais pas le choix. Si j'avais envoyé promener cette fille, c'était pour jouer le jeu. Il s'agissait avant tout de demeurer invisible, tout le reste devenait secondaire. Impossible de réparer ce que j'avais fait et de reprendre la mise dans ma situation. Désolée, dis-je au ciel pâle brumeux, à l'herbe trop rare et à l'arbre, au parking vide et à mes mains tremblantes. Je vous remercie à tous pour votre passage, je vous souhaite une agréable soirée, puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous, bisous.